Wade Coleman n'avait pas dit un mot gentil à une femme depuis 7 ans, et tout le comté de Millbrook, dans le territoire du Montana, savait qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il le fasse un jour. C'était la réputation qui le suivait comme une ombre sur l'herbe sèche de l'été, plus haute que lui, plus sombre que ses humeurs et 2 fois plus tenace. En 1883, quand un homme possédait 2200 acres de pâturage de premier choix le long de la rivière Yellowstone et dirigeait une exploitation bovine qui fournissait de la viande jusqu'au dépôt ferroviaire de Bozeman, les gens le laissaient tranquille quand il voulait être tranquille. Wade Coleman voulait toujours être seul. Il avait 33 ans, les épaules larges et le corps sec. Le genre de silhouette que des années de travail physique donnent à un homme. Il avait les cheveux noirs qui bouclaient sur sa nuque, car il n'allait jamais chez un vrai barbier. Et ses yeux gris étaient si pâles qu'ils paraissaient presque argentés sous une certaine lumière. Il n'était pas un homme laid, loin de là, selon les critères du territoire du Montana. C'était en partie ce qui rendait sa solitude si exaspérante pour les femmes de Millbrook et des environs. Il avait l'air de quelqu'un qui aurait dû avoir une famille à son âge, quelqu'un qui aurait dû avoir une femme l'attendant à la fenêtre de la cuisine, éclairée par une lampe, avec de petites bottes séchant sur le perron. Au lieu de cela, il avait 3 ouvriers de ranch. Un cuisinier nommé Otis, à qui il manquait 2 doigts à la main gauche suite à un accident de moissonneuse. Un chien de bétail nommé Rex, qui dormait au pied de son lit. Et environ 1300 têtes de bétail Longhorn réparties sur les prairies vallonnées du ranch Barcy. L'histoire que l'on racontait en ville, l'histoire que l'on se répétait autour d'un plat de haricots et d'un café dans les 2 magasins généraux de Millbrook, c'était que Wade Coleman avait été fiancé une fois à une femme nommée Evelyn, qui venait de Chicago et trouvait le territoire trop sauvage, trop vide et trop loin de tout ce qu'elle avait connu. Elle avait pris la diligence vers l'est au printemps de 1876 et n'avait jamais regardé en arrière. Wade Coleman avait regardé cette diligence s'éloigner du dépôt, était rentré chez lui en silence, et depuis ces 7 années, il n'avait montré le moindre intérêt pour remplacer ce qu'il avait perdu. Savoir si la perte l'avait brisé ou avait simplement confirmé quelque chose qu'il soupçonnait déjà de lui-même était un sujet de grande spéculation à Millbrook. Le consensus général, affirmé avec l'autorité de ceux qui le connaissaient depuis qu'il était un garçon montant derrière son père sur un quarter horse, c'était que Wade Coleman avait décidé que l'amour n'en valait pas la peine. Et il l'avait décidé d'une manière absolue et définitive. Comme un homme décide après un hiver rigoureux qu'il va déménager dans un endroit au climat plus doux. Ainsi, tout le territoire savait qu'il ne se marierait jamais. C'était presque une fierté locale, comme certains monuments deviennent des fiertés. Millbrook avait un homme qui avait fait la paix avec la solitude, et les gens trouvaient qu'il y avait quelque chose de presque noble là-dedans, même s'ils espéraient secrètement que quelqu'un vienne leur prouver le contraire. Cette personne est arrivée un mercredi matin, de fin avril 1883, et elle est arrivée en se disputant. Josephine Hartwell, que presque tout le monde appelait Josie, avait 27 ans. Elle dirigeait le domaine Hartwell depuis 3 ans. 1100 acres de bon pâturage, en bordure du côté sud-est du Barcy. Depuis que son père, Samuel Hartwell, était mort d'une maladie pulmonaire qui s'était déclarée rapidement à l'automne et ne l'avait tout simplement pas lâché. Sa mère était décédée quand Josie avait 10 ans et elle avait grandi en travaillant la terre aux côtés de son père et de leurs 2 ouvriers de ranch. Un jeune homme discrètement compétent nommé Duke et un cowboy plus âgé et buriné que tout le monde, appelé Pete. Son vrai nom était Peter Callahan, et il était avec la famille Hartwell depuis avant la naissance de Josie. Elle n'était pas ce à quoi les gens s'attendaient en entendant le nom Hartwell. Cela sonnait doux, presque domestique, suggérant des rideaux à fleurs et du pain frais. Josie, c'était 5 pieds et 5 pouces de détermination concentrée, avec des cheveux roux foncés qu'elle gardait tressés sur une épaule quand elle travaillait, et lâches sur ses épaules quand elle allait en ville. Des yeux bruns qui ne manquaient rien. Une façon de tenir sa mâchoire qui suggérait qu'elle avait pris une décision et attendait simplement que le monde se mette au diapason. La plupart du temps, elle portait des pantalons de travail d'homme. C'était une source de commérage à Millbrook, qu'elle ignorait avec la même indifférence efficace qu'elle appliquait à la plupart des ragots. Elle savait manier le lasso et marquer le bétail aussi bien que n'importe quel cow-boy du comté. Elle tenait des registres méticuleux d'une écriture si claire qu'on aurait dit qu'elle était imprimée. Et une fois,
Elle avait réglé un litige au bureau des terres de Bozeman, qui menaçait de coûter à sa famille 200 acres. Elle n'avait utilisé que des citations de loi qu'elle avait passé 3 semaines à lire à la bibliothèque publique. Le problème spécifique qui l'a conduite sur les terres de Wade Coleman ce mercredi matin de fin avril, concernait le bétail. Plus précisément, une section de clôture le long de la frontière commune entre le domaine Hartwell et le Barcy. Elle était mal entretenue depuis près de 2 saisons. La clôture avait été à l'origine la responsabilité du Barcy, en vertu d'un vieil accord que son père avait conclu avec le père de Wade, Elias Coleman. C'était avant qu'Elias ne meure d'une crise cardiaque en 1879 et ne laisse tout à son fils. L'accord n'avait jamais été écrit. C'était le genre de choses qui arrivaient entre des éleveurs voisins qui se faisaient confiance. Et cela causait des ennuis considérables quand l'un d'eux mourait et laissait l'arrangement entre les mains de quelqu'un qui n'en avait aucun souvenir et peut-être aucune envie de l'honorer. Le bétail de Wade passait par les brèches de cette clôture depuis des semaines. Ils avaient brouté une partie du pâturage est de Josie, qu'elle gardait pour le printemps de son propre troupeau. Et 2 des taureaux de Wade s'étaient retrouvés avec ses vaches à un moment où elle ne voulait pas encore de reproduction. Ce qui allait créer des complications qu'elle passerait les prochains mois à démêler. Elle avait envoyé une lettre. Elle avait envoyé 2 lettres. Elle avait demandé à Pete d'aller parler à l'un des hommes de Wade. La clôture n'avait pas été réparée. Son pâturage n'avait pas été compensé. Rien ne s'était passé. Alors, un mercredi matin de fin avril 1883, Josie Hartwell a scellé sa jument Bay Clover. Elle a dit à Duke qu'elle serait de retour avant midi, et elle est partie vers le nord pour régler l'affaire elle-même. Wade Coleman était dans le pâturage proche quand elle est apparue sur la crête. Il travaillait avec son ouvrier Roy pour vérifier une section de sa propre clôture nord. Clôture qui, nota-t-elle avec une certaine satisfaction, semblait être en excellent état. Il était en manche de chemise malgré la fraîcheur matinale, un gilet de toile sur sa chemise. Son chapeau était repoussé en arrière, comme s'il l'avait poussé là par frustration et avait oublié de le redresser. Il se tourna au son des sabots et elle vit son expression changer rapidement. La surprise, la reconnaissance, puis quelque chose qui se figea en un air fermé et méfiant. Elle soupçonna que c'était son réglage par défaut. Elle arrêta Clover à 10 pieds de l'endroit où il se tenait. « Monsieur Coleman, dit-elle. Mademoiselle Hartwell. » Sa voix était basse et contrôlée. « Une belle voix, remarqua-t-elle involontairement. Le genre qui ne se gaspillait pas en mots superflus. « Je vous ai envoyé 2 lettres au sujet de la clôture sur la limite sud, dit-elle. La section entre mon pâturage est et votre domaine ouest, je les ai reçues. Et pourtant, la clôture n'a pas été réparée. » Sa mâchoire se contracta presque imperceptiblement. « Mes hommes ont été occupés avec le travail de printemps. »« Moi aussi, » dit Josie, sa propre voix parfaitement égale. Ce qui demandait un certain effort car elle bouillonnait à ce sujet depuis 3 semaines, et la vue de cette clôture nord parfaitement réparée avait fait monter la pression. « J'ai été occupé aussi, Monsieur Coleman, mais pendant ce temps, 2 de vos taureaux ont rendu visite à mon troupeau sans y être invités. Et votre bétail a brouté la meilleure partie de 30 acres que je gardais pour ma propre rotation de printemps. » Wade la regarda fixement. Il y avait quelque chose de calculateur dans ce regard. Pas hostile, exactement, mais évaluateur. La façon dont un homme regarde un problème dont il essaye de mesurer toute l'ampleur. « Je demanderai à Roy d'y jeter un œil cette semaine, dit-il. Vous la ferez réparer cette semaine, dit Josie. Pas seulement y jeter un œil, réparer. Une très légère pause. Derrière lui, Roy trouva quelque chose d'extrêmement intéressant sur le poteau de clôture qu'il examinait. Et pour le pâturage, continua Josie, car elle avait fait une liste de ce qu'elle avait l'intention de dire, et elle comptait tout dire. Je ne demande pas de dédommagement en argent, mais j'apprécierais de pouvoir utiliser votre prairie nord pendant 2 semaines en juin, pour laisser à mon pâturage et le temps de se régénérer. Votre prairie nord borde la rivière, et vous la laissez principalement inutilisée en été. J'ai vérifié. Quelque chose changea dans l'expression de Wade. Pas tout à fait de l'amusement. Plutôt le moment avant l'amusement, quand une personne décide si la situation le mérite. Vous avez vérifié? Je me suis renseigné, dit Josie. Je suis pragmatique, Monsieur Coleman. Je ne demande rien de déraisonnable. Je demande ce qui est juste. Il resta silencieux un moment assez long pour être inconfortable. Josie garda le menton haut.
et croisa ses yeux gris pâles, sans détourner le regard. « D'accord, » dit finalement Wade. Elle s'était attendue à plus de discussions. Le mot la prit légèrement au dépourvu. « D'accord, » répéta-t-elle. « Je ferai réparer la clôture d'ici la fin de la semaine. Vous pourrez utiliser la prairie nord en juin. » Il fit une pause. « Et je m'excuse pour les taureaux. » C'était une chose si inattendue, cette dernière phrase. Si simple et sans défense, une véritable excuse livrée sans fioriture, que Josie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Un attendrissement soudain et inattendu quelque part dans sa poitrine. « Merci », dit-elle. Et parce qu'elle était honnête, et parce que cela semblait juste, elle ajouta « Je suis désolée d'être venue sans plus de préavis. Je ne suis pas du genre à aimer les confrontations. » « Mais vous êtes doué pour ça, » dit Wade. Et voilà, c'était là. Une chose brève, contenue, mais sans aucun doute un sourire. Elle rentra chez elle avec la sensation de ce quasi-sourire, la suivant par-delà la crête, et elle s'efforça de ne pas y penser. La clôture fut réparée avant le vendredi. Elle le sut parce que Pete alla vérifier et revint lui dire qu'une équipe complète du bar C travaillait sur la limite sud depuis jeudi matin. Ils avaient remplacé près de 200 yards de clôture avec de nouveaux poteaux et du fil neuf, bien plus que le minimum requis. Il lui dit cela avec une expression légèrement spéculative qu'elle ne l'invita pas à développer. 2 jours plus tard, Wade Coleman vint lui-même. Il vint seul, ce qui était remarquable, et il vint en début d'après-midi, quand le soleil était haut et la lumière était plate et vive sur l'herbe du printemps. Josie était dans le petit potager derrière la maison, en train de retourner la terre pour planter, quand elle entendit le cheval. Elle contourna la maison et le trouva assis sur un étalon gris qui se déplaçait avec l'aisance d'un animal extrêmement bien dressé. « Je voulais vérifier que la clôture vous convenait, » dit-il. « Pete m'a déjà dit que c'était parfait, » dit Josie. « Plus que parfait. Vous avez mis de nouveaux poteaux sur toute la longueur. Les anciens étaient pourris, » dit Wade. « Je ne voyais pas l'intérêt de faire les choses à moitié. » Elle tenait une fourche de jardin, consciente d'avoir de la terre sur les mains et probablement sur le visage. Elle remarqua que ses yeux se posèrent brièvement sur la terre de ses mains, puis revinrent sur son visage avec une neutralité prudente, qui, d'une certaine manière, la rendit plus consciente de la saleté. « J'apprécie, » dit-elle. Il ne partit pas immédiatement, ce qui la surprit. Il resta sur son cheval et regarda la propriété autour de lui, et elle l'observa faire. Elle le regarda observer la maison, petite mais solide, la grange, le potager, l'enclos où ses 2 chevaux de lasso se tenaient au soleil. « Vous avez bien entretenu l'endroit, » dit-il. Ce n'était pas une question, mais ça sonnait comme quelque chose de sincère. « Père l'a construite pour durer, » dit Josie. « Je ne fais qu'entretenir ce qu'il a bâti. »« Votre père était un homme bon, » dit Wade. Il le dit simplement, comme on dit les choses qui sont vraies. Mon père le respectait. « Votre père était un homme bon aussi, » dit Josie. « J'ai été désolé d'apprendre son décès. » Une autre de ses pauses, mais celle-ci était d'un genre différent, moins méfiante, plus réfléchie. « Vous étiez seul ici quand votre père est mort, » dit Wade. « Je me souviens que cet hiver-là a été rude. J'aurais dû passer vous voir. Vous ne saviez pas que nous avions besoin de quelque chose, » dit Josie. « Et je n'ai rien demandé. »« Vous ne l'auriez pas fait, » dit-il. Et de nouveau, il y avait cette qualité dans sa voix, pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de proche, de la reconnaissance. Il repartit après cela, et Josie resta dans son potager avec ses mains sales, regardant l'étalon gris le ramener par-delà la crête nord. Et elle pensa avec soin, avec le genre d'attention délibérée qu'elle accordait aux problèmes à résoudre, que Wade Coleman n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Elle s'était attendue à un homme difficile, froid et méprisant, l'homme que les histoires décrivaient, l'homme qui avait décidé que les gens ne valaient pas son temps. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelqu'un de réservé, certes, méfiant d'une manière clairement habituelle. Mais sous cette méfiance, elle avait entrevu quelque chose d'essentiellement décent, d'essentiellement juste. Le genre d'homme qui remplace 200 yards de clôture quand il aurait pu en remplacer 30, et considérer le travail terminé. Elle retourna à son jardinage et se dit fermement que ce n'était que la résolution d'une affaire pratique entre voisins, et qu'elle n'y penserait plus. Elle y pensa tout le reste de l'après-midi. L'occasion suivante qui les réunit fut la fête de printemps chez les Doyle, qui avait lieu chaque année début mai.
C'était l'événement social que la plupart de la communauté des éleveurs dans un rayon de 20 miles utilisaient pour mener les affaires informelles. Des discussions sur les droits de l'eau, sur la prochaine transhumance vers Bozeman et les nouvelles de la capitale territoriale. Le Ranch Doyle était le plus grand du comté. Il appartenait à un patriarche aux larges épaules nommé Robert Doyle. Il avait 3 fils et une femme nommée Margaret, qui organisait la réunion chaque printemps avec l'efficacité d'un chef de campagne militaire. Josie y allait chaque année, principalement pour des raisons pratiques. Elle devait se coordonner avec d'autres éleveurs pour le calendrier de la transhumance, et il y avait toujours des conversations utiles à avoir sur les prix du marché et l'état des pistes. Elle portait sa belle robe bleue, celle avec des boutons blancs qu'elle avait achetée à Bozeman 2 ans auparavant, réservée aux occasions où elle devait avoir l'air à sa place. Wade Coleman était là, près de la clôture qui bordait l'enclos principal des Doyle, une tasse à la main. Il avait l'air d'un homme venu par obligation sociale et qui endurait tranquillement l'expérience. Il ne parlait à personne quand elle arriva, ce qu'elle remarqua immédiatement et qui semblait correspondre à tout ce qu'elle savait de lui. Elle fut presque immédiatement entraînée dans une conversation par Margaret Doyle, qui voulait discuter du calendrier de la transhumance. Et aussi, Josie le soupçonnait, pour évaluer ses sentiments sur la situation de la clôture, qui avait apparemment été discutée à Millbrook comme un développement intéressant entre les 2 ranchs voisins. Margaret avait le don de faire passer la collecte de renseignements sociaux pour un intérêt sincère, et Josie répondit à ces questions avec la brièveté prudente de quelqu'un qui sait qu'elle fournit de la matière pour des récits ultérieurs. De l'autre côté de la cour, elle sentait le regard de Wade sur elle. Ce n'était pas évident, rien d'aussi grossier qu'un regard fixe. C'était plutôt comme quand on sent une source d'attention, comme on remarque la chaleur ou la lumière qui se déplace vers soi. Elle s'efforça de se concentrer sur Margaret et ne regarda pas dans sa direction. « Vous devriez parler à Wade du passage de Northwater », dit Margaret à un moment donné avec une désinvolture un peu trop étudiée. « Il utilise le même passage pour son bétail, et les 2 troupeaux qui passent en même temps saccagent la rive. Vous devriez vous coordonner. »« Je m'en souviendrai, » dit Josie. « Il est juste là, » dit Margaret, comme si Josie ne l'avait pas remarqué. Josie s'excusa avec une grâce qu'elle avait développée spécifiquement pour ce genre de situation et traversa la cour en direction de la table de nourriture, qui se trouvait par hasard dans la même direction que la clôture de l'enclos. Elle remplit une petite assiette de biscuits froids et de tranches de pommes séchées, se retourna et trouva Wade Coleman à 2 pieds d'elle. « Margaret vous a dit de venir me parler, » dit-il sans sourciller. « À propos du passage d'eau, » dit Josie, et elle sentit un rire surpris lui échapper de justesse. « Elle essaie de me faire parler à toutes les femmes célibataires du comté depuis 1880, » dit Wade, avec une résignation à la fois lasse et légèrement amusée. « Je m'excuse en son nom. Elle part d'une bonne intention, » dit Josie. « C'est vrai, » admit-il. Il la regarda avec ses yeux gris argentés en pleine lumière de l'après-midi et dit « Mais le passage d'eau est un vrai problème. Je voulais en parler. » Alors, ils restèrent près de la table de nourriture et parlèrent du passage d'eau, puis du calendrier de la transhumance. Et puis, parce que ces choses ont tendance à suivre leur propre cours, ils parlèrent de l'état de l'herbe au printemps, du prix du bœuf au dépôt de Bozeman, et de savoir si le nouvel évaluateur des terres, arrivé à Millbrook l'automne précédent, était aussi compétent que le précédent. Wade Coleman, découvrait-elle, avait des opinions sur les choses, des opinions réfléchies et informées, livrées avec une économie de mots qu'elle trouvait de plus en plus intéressante, car chaque mot qu'il choisissait semblait avoir été sélectionné plutôt que simplement produit. Il avait 33 ans et elle en avait 27. Il se tenait dans la lumière d'un après-midi de printemps, à la réunion annuelle de Robert Doyle, parlant du prix du bétail, et Josie était parfaitement consciente que plusieurs personnes les observaient à des distances confortables et que cela serait largement discuté à Millbrook avant le mardi suivant. « Je vais aller voir le passage la semaine prochaine, au nord, » dit Wade. « Si vous vouliez venir voir la situation par vous-même, cela faciliterait la coordination. » Elle le regarda. Il regardait au loin, pas elle, d'une manière qu'elle commençait à reconnaître comme sa façon de faire une suggestion dont il se sentait légèrement incertain. « Mercredi me conviendrait, » dit-elle. Il hocha la tête. « Mercredi. » Et cela, se dit-elle sur le chemin du retour dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, n'était qu'un arrangement pratique entre 2 éleveurs
ayant un problème d'infrastructure commun, purement pratique. Elle ne se croyait pas tout à fait. Le mercredi arriva avec un ciel d'argent poli et un vent du nord qui sentait la neige fondue et la sauge sauvage. Josie attacha Clover à un peuplier de son côté du passage et observait le niveau de la rivière quand elle entendit l'étalon gris de Wade descendre à travers les saules sur la rive opposée. Il traversa avec une confiance facile, le gris choisissant son chemin sur les pierres submergées et sortit de l'eau pour la rejoindre sur la rive. Ses bottes étaient mouillées jusqu'aux chevilles, ce qu'il ne sembla pas remarquer. « C'est plus haut que d'habitude », dit-il en regardant la rivière. « La fonte des neiges est tardive cette année. La rive de mon côté montre de l'érosion, dit Josie, en montrant en aval, à environ 10 yards où la rive avait reculé de ce qu'elle estimait être 2 pieds depuis l'automne précédent. Si cela continue pendant une autre saison de hautes eaux, je perdrai complètement l'accès à la rive. » Wade s'accroupit au bord de la rive et regarda l'érosion. Il avait de belles mains, remarqua-t-elle, larges au niveau de la paume, capables, avec la rudesse d'un travailleur. Il prit une poignée de terre, la regarda et la reposa. « Il faut enrocher, dit-il. Des pierres tassées le long de la rive ralentissent l'érosion. »« Je sais ce qu'est l'enrochement, » dit-elle agréablement. Il leva les yeux vers elle, et elle vit le coin de sa bouche bouger. « Je n'en doutais pas, » dit-il. Il se leva. « J'ai des pierres plates sur ma pente ouest, d'un mur que j'ai abattu l'automne dernier. Probablement 3 chargements de chariot, plus qu'assez pour ça. Qu'est-ce que vous en voudriez? » Il sembla y réfléchir, regardant à nouveau la rivière. « Rien, dit-il. La rive est partagée. Votre problème d'érosion deviendra mon problème d'érosion à terme. C'est dans mon intérêt de le réparer. » C'est une façon très pratique de voir les choses, dit Josie. La plupart des choses sont plus claires quand on est pratique, dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui dépassait les mots eux-mêmes, un poids supplémentaire qui la fit le regarder plus attentivement. Il regardait la rivière, pas elle, mais sa mâchoire avait la tension de quelqu'un qui avait dit quelque chose qui allait un peu plus loin que prévu. Ils longèrent la rive ensemble après cela, en amont et en aval, évaluant toute la longueur de l'approche du passage. Et en marchant, ils parlèrent de la rivière, de la terre, de la qualité particulière de ce tronçon de la Yellowstone, qui le rendait beau et parfois difficile. Ils connaissaient l'histoire de la rivière ici, avec l'intimité de quelqu'un qui avait grandi à ses côtés, et elle connaissait la terre de son côté, avec une égale profondeur. La conversation allait et venait entre eux avec une aisance qui la surprit. Il lui parla d'une inondation en juin 1877 qui avait complètement emporté le passage d'origine. Elle lui parla de l'été où son père avait détourné un petit canal pour alimenter le potager. Ils parlèrent de la façon dont l'eau se déplace dans le paysage, de la façon dont les gens qui aiment la terre en parlent, avec un sérieux et une attention que les gens qui ne comprennent pas la terre prennent souvent pour de l'excentricité. À un moment donné, au milieu de tout cela, elle réalisa que le ciel était passé de l'argent au bleu, qu'il marchait depuis 2 heures, et que Wade Coleman marchait à ses côtés, les mains dans les poches, son chapeau incliné à cet angle légèrement frustré, lui racontant la fois où le taureau primé de son père s'était enlisé dans la boue de la rivière et avait nécessité 6 hommes et un attelage de bœufs pour l'extraire. Il le raconta avec un humour sec et contenu qui montrait clairement qu'il trouvait le souvenir vraiment drôle, tout en trouvant quelque peu indigne d'admettre à quel point il le trouvait drôle. Elle rit. Pas un rire poli, un vrai, qui lui échappa par surprise. Elle mit sa main sur sa bouche et regarda son visage changer. Il la regardait avec quelque chose dans son expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qui fit à son cœur une chose qu'elle ne lui avait pas donné la permission de faire. « Désolé, dit-elle. Ne le soyez pas, dit-il. Sa voix était calme. Je n'ai fait rire personne depuis un moment. J'avais oublié que c'était une chose agréable. » Elle baissa sa main de sa bouche et le regarda dans la matinée bleue argentée du Montana et sentit le territoire bouger légèrement sous ses pieds. Ils se mirent d'accord sur une date début mai pour apporter les pierres. Il l'aida à remonter sur Clover avec une main brève et impersonnelle, mais dont elle fut consciente pendant tout le trajet du retour. Et elle ne passa pas ce trajet à se dire que c'était purement pratique. Elle le passa à être honnête avec elle-même, ce qu'elle faisait généralement mieux.
Le projet d'enrochement prit 3 jours. Wade apporta 2 chargements de pierres plates et ses 3 hommes, et Duke et Pete de Josie travaillèrent à leur côté. Les 6 hommes travaillèrent régulièrement pendant les chaudes journées de mai, tassant les pierres le long de la rive, et Wade travailla avec ses hommes plutôt que de simplement les diriger, ce qu'elle respectait. Un homme qui se salissait les mains à un travail qu'il aurait pu confier à d'autres était un homme d'un certain caractère. Les soirs de ces 3 jours, alors que la lumière devenait longue et dorée et que les ombres s'étiraient sur l'herbe de la rivière, Wade restait plus tard que le travail ne l'exigeait. Il restait et parlait avec elle, les conversations trouvant leur propre rythme, passant de l'immédiat et du pratique au plus large et au plus réfléchi, avec l'aisance de personnes qui ont découvert qu'elles pensent de manière compatible. Le 2e soir, il lui parla de son père, pas les faits bruts, mais sa personnalité. La façon dont Elias Coleman avait été méthodique jusqu'à l'entêtement. La façon dont il avait tenu un journal chaque jour de sa vie d'adulte. La façon dont il croyait que la terre n'était pas possédée, mais détenue en fiducie pour les générations à venir. Josie écouta et reconnut dans ce qu'il décrivait quelque chose de son propre père. La même qualité de dévotion à la terre comme une vocation plutôt qu'une simple affaire. Le 3e soir, alors que la dernière lumière devenait rose et orange au-dessus des collines de l'Ouest, elle lui parla de la mort de son père, ce dont elle ne parlait pas facilement ou souvent. L'automne de 1880. La rapidité avec laquelle la maladie pulmonaire avait progressé. Comment elle avait été seule ici sur la terre quand cela s'était terminé. Juste elle, Pete et Duke. Comment elle s'était tenue dans la cour le matin après sa mort et avait regardé le ciel et compris avec une clarté qu'elle n'avait pas attendu que cette terre était maintenant entièrement sa responsabilité. Qu'il n'y avait personne d'autre pour la porter. Wade écouta sans l'interrompre, ce qui était une forme de générosité en soi. Et quand elle eut fini, il resta silencieux un moment puis dit « Vous l'avez bien porté ». C'était 4 mots, et c'était l'une des choses les plus gentilles que quelqu'un lui ait dites en 3 ans. Et elle dut détourner le regard vers la rivière un moment avant de faire confiance à son expression. « Merci », dit-elle quand elle se retourna. Il la regardait avec ses yeux gris pâles, et pendant un moment suspendu, avec le ciel rose derrière lui et le son de la rivière dans le quasi-silence, quelque chose était très clair et très présent entre eux. Puis ses mains bougèrent dans ses poches, et il regarda la rivière. « J'enverrai Roy demain pour finir de tasser la section supérieure, » dit-il. Et sa voix était normale, mesurée, la voix pratique. « Je demanderai à Pete de le rejoindre, » dit-elle, sa propre voix également mesurée. Il rentra chez lui, et elle resta sur la rive et écouta le son de son cheval s'estomper dans le crépuscule, et pensa avec un certain émerveillement et une certaine appréhension qu'elle était dans de beaux draps. Le mois de mai passa sa seconde moitié et entra dans le début de juin avec le territoire en pleine floraison. L'herbe verte et épaisse le long des fonds de rivière, les collines dorées à leur sommet où la nouvelle croissance n'avait pas encore atteint. Le ciel, ce bleu infini du Montana qui semble inventé jusqu'à ce que vous viviez dessous et compreniez que c'est la chose la plus réelle au monde. Josie commença à utiliser la prairie nord de Wade pour son troupeau comme ils en avaient convenu, ce qui l'amena régulièrement sur ses terres et créa une chorégraphie sociale élaborée entre 2 personnes très conscientes l'une de l'autre et très prudentes pour ne pas laisser cette conscience devenir quelque chose qu'elle devrait aborder directement. Wade vint vérifier la situation de la prairie environ 3 fois au cours des 2 premières semaines de juin. Chaque fois, c'était légitime. Il évaluait également l'état de l'herbe de la prairie pour sa propre planification. Et chaque fois, il s'arrêtait et parlait avec elle bien plus longtemps que l'évaluation ne l'exigeait. Ils firent tous les 2 semblant que c'était normal, et aucun ne dit rien à ce sujet. Les ouvriers le remarquèrent. Pete, en particulier, avait l'expression de quelqu'un qui pourrait en dire long sur le sujet, mais avait décidé que le spectacle de la situation valait bien son silence. La 2e semaine de juin, un problème surgit. Un homme nommé Harlan Briggs, qui possédait un ranch de taille moyenne au nord de Millbrook et achetait du bétail du troupeau de Josie depuis 2 ans, fit savoir qu'il ne renouvelait pas leur accord et concluait plutôt un marché avec un plus grand fournisseur du pays de la Muscle Shell. C'était son droit, et elle ne pouvait pas le contester. Mais cela supprimait une part importante de ses revenus prévus pour l'été, à un moment où elle comptait dessus pour acheter de nouveaux reproducteurs. Elle travaillait sur les chiffres du grand livre à la table de la cuisine,
La lampe brûle en bas, car elle y était depuis le début de la soirée, et il était maintenant tard, quand elle entendit frapper à la porte. Elle l'ouvrit et trouva Wade Coleman sur son porche, son chapeau à la main, ce qui fut immédiatement alarmant, car les hommes ne venaient pas à 9 heures du soir pour annoncer de bonnes nouvelles. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» dit-elle. « Rien ne s'est passé, » dit-il. « J'ai entendu en ville aujourd'hui que Briggs s'est retiré de votre accord. Je voulais passer. » Elle le regarda un moment. Il se tenait sur son porche, son chapeau à la main, la nuit derrière lui, la lumière de la lampe devant lui. Son expression, celle prudente et méfiante, mais avec quelque chose d'autre en dessous qu'elle apprenait à lire. « Entrez !» dit-elle en s'écartant de la porte. Il entra et elle lui montra le grand livre, et il le regarda avec l'attention de quelqu'un qui comprenait les chiffres et ce qu'ils signifiaient en termes de terre, de bétail et de survie. Il s'assit en face d'elle à la table de la cuisine et ils examinèrent les chiffres ensemble. Il avait une façon de regarder un problème qui était méthodique et patiente, partant de ce qui était fixe pour aller vers ce qui était variable, trouvant les espaces où des ajustements étaient possibles. Le dépôt de Bozeman paye 20% de plus que le prix de l'année dernière, dit-il. Si vous regroupez votre transhumance avec la mienne en septembre, je peux vous obtenir un tarif combiné sur le transport qui comble efficacement la majeure partie de cet écart. Elle regarda les chiffres qu'il avait rapidement dessinés dans les marges de son grand livre. Il avait fait le calcul de tête en parlant, et elle le vérifia et le trouva correct. « Ce n'est pas votre obligation, dit-elle. C'est un bon arrangement commercial pour nous deux, dit-il. Coût de transport partagé, meilleur tarif, aucun de nous ne perd. Wade, dit-elle, et c'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, et ils le remarquèrent tous les deux. La lumière de la lampe bougea légèrement dans un courant d'air. Il la regardait de l'autre côté de la table. « J'apprécie ce que vous faites, dit-elle, et je l'accepte, mais je veux que vous sachiez que je vois ce que c'est au-delà de l'arrangement commercial. » Quelque chose bougea sur son visage qui était prudent et méfiant, et aussi, sous ces deux choses, sans défense. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-il. Sa voix était calme. « C'est de la gentillesse, dit-elle. Et je n'ai pas l'habitude d'en recevoir de quelqu'un que je ne connais pas depuis toujours, mais je découvre que j'en suis reconnaissante. » Le silence qui suivit fut long et plein. La lampe brûlait régulièrement. « J'aurais dû passer plus tôt, dit finalement Wade, quand votre père est mort. J'aurais dû. Vous ne me connaissiez pas alors, dit-elle. Pas comme maintenant. Non, dit-il. Je ne vous connaissais pas alors. Le regard dans ses yeux était quelque chose dont elle se souviendrait exactement. La qualité et la couleur précise, gris argenté, à la lumière de la lampe, direct et sans méfiance d'une manière qu'elle soupçonnait être rare pour lui, assez rare pour être quelque chose qu'elle comprit comme significatif. Il partit une demi-heure plus tard et rentra chez lui dans l'obscurité du Montana. Et Josie resta assise à la table de la cuisine avec la lampe allumée et le grand livre ouvert, et elle sentit la chaleur particulière et compliquée de savoir que quelque chose avait bougé, comme le lent virage d'une rivière qui prend une nouvelle direction. Inévitable une fois que ça commence. L'été continua ainsi jusqu'à la fin de juin et en juillet, à travers les longues journées lumineuses et les courtes nuits chaudes, à travers le passage d'eau partagée et le pâturage coordonné et les nécessités pratiques des ranchs voisins. Autour de toutes ces nécessités pratiques, la chose entre eux grandissait régulièrement, comme les choses authentiques grandissent. Pas par élan et déclaration, mais par accumulation, la lente addition d'un jour à l'autre, d'une conversation à la suivante. Il venait plus souvent que les affaires pratiques ne l'exigeaient. Elle allait à la prairie nord plus souvent que la rotation de pâturage ne le demandait strictement. Ils se rencontraient au passage assez fréquemment pour que cela commence à ressembler moins à une coïncidence et plus à un rendez-vous tacite. Il y eut cet été-là une complication supplémentaire, et elle n'était pas de leur fait. Un spéculateur foncier, nommé Cyrus Vance, était passé dans le comté de Millbrook début juillet, achetant des droits sur l'eau et de petites parcelles, partout où il trouvait un propriétaire prêt à vendre. Avec l'intention, disait-on, de contrôler l'accès au passage de la Yellowstone et de faire payer chaque éleveur de la vallée pour le privilège d'utiliser une eau qui avait toujours été partagée librement. Il approcha d'abord Josie, lui offrant un prix pour le coin nord-est du domaine Hartwell, le coin le plus proche de la rivière. Le prix était assez généreux pour être tentant pour une femme qui venait de perdre un acheteur important,
Elle refusa sans trop délibérer. Il approcha ensuite Wade, avec la même offre appliquée aux terres du bar C, et Wade refusa catégoriquement. Et selon Otis, qui assista à la conversation depuis le porche, il utilisa un langage qu'il ne se permettait généralement pas. Vance ne les dérangea plus, mais l'incident eut l'effet étrange de les rendre tous les deux parfaitement conscients de combien ils en étaient déjà venus à considérer les deux propriétés comme un seul morceau de pays à protéger ensemble, plutôt que deux exploitations distinctes qui se trouvaient partager une clôture. La 3e semaine de juillet, elle était sur la prairie nord en fin d'après-midi, regardant son bétail s'installer pour la soirée, quand Wade arriva de la direction de la rivière. Il descendit de cheval, et ils marchèrent ensemble le long de la prairie dans la longue lumière du soir. Et à un moment donné, il tendit la main et toucha légèrement la sienne, brièvement. Et elle se tourna et le regarda. « Je veux vous demander quelque chose, dit-il. »« Demandez, dit-elle. » Il regarda ses bottes un moment, puis la prairie, puis elle. Et pour un homme généralement si calme, il avait l'air remarquablement incertain. « Voudriez-vous venir dîner dimanche ?» dit-il. « À la maison. Otis cuisinera. » Elle sentit la chaleur de cette invitation la parcourir jusqu'aux mains. « Oui, dit-elle. J'aimerais beaucoup. » La cuisine d'Otis s'avéra excellente, ce dont Wade l'avait prévenu avec le ton sec caractéristique qu'elle avait appris à attendre et à apprécier. « Il lui manque 2 doigts, mais ce n'était pas ceux dont il avait besoin, dit-il, avec un visage parfaitement impassible qui se brisa sur le dernier mot en ce bref sourire contenu. La maison du bar C était grande et masculine, comme une maison construite pour une famille, puis occupée par un seul homme. De beaux meubles, des pièces confortables, l'atmosphère générale d'un endroit qui avait décidé de ne pas être prétentieux, mais n'était pas tombé dans la négligence. Il y avait des livres sur les étagères, de vrais livres, ce qu'elle remarqua avec plaisir. Elle posa des questions à leur sujet, et il lui en parla. Et ils passèrent une demi-heure avant le dîner debout dans la pièce principale, à parler de livres d'une manière qui ouvrit quelque chose entre eux, plus largement que n'importe quelle conversation sur le bétail et les passages d'eau. Il avait beaucoup lu de l'histoire, de la philosophie naturelle, des romans du genre qui prenaient la mesure de la nature humaine. Elle avait lu avec un appétit similaire, contraint par la disponibilité limitée des livres dans le territoire, mais compensé par la profondeur de l'attention qu'elle portait à ce qu'elle trouvait. Ils découvrirent une admiration mutuelle pour Mark Twain et un léger désaccord sur Nathaniel Hawthorne. Et la découverte de ce désaccord fut, pensa-t-elle après coup, l'une des conversations les plus purement agréables qu'elle ait eues depuis des années. Après le dîner, un rôti de bœuf d'Otis, avec des légumes racines et du pain de maïs léger et parfaitement assaisonné, ils s'assirent sur le porche, dans la soirée d'été bleu, et regardèrent le ciel s'assombrir au-dessus des collines. Et Wade lui parla de la terre, l'histoire du bar C, le rêve de son père pour elle, sa propre vision de ce qu'il voulait qu'elle devienne. Il parlait avec un amour pour cette terre qui était sans retenue et entièrement réelle, et elle le comprit de tout son être, car elle ressentait la même chose pour ses propres milacres. « Qu'est-ce que vous vouliez pour elle » demanda-t-elle. « Avant, quand vous étiez jeune, l'imaginiez-vous comme elle est maintenant ?» Il resta silencieux un moment, regardant les collines sombres. « Je l'imaginais avec plus de gens dedans, » dit-il, sa voix prudente. Elle le regarda dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui a changé ça ?» Il expira lentement. « J'imagine que vous en avez entendu parler, dit-il. Ce comté n'a pas beaucoup de secrets. »« J'ai entendu quelque chose, dit-elle, mais je préférerais entendre votre version. » Il lui parla d'Evelyn, pas avec amertume, ni apitoiement, mais avec l'honnêteté égale de quelqu'un qui a eu 7 ans pour comprendre et est parvenu à une vision claire des choses. Durelene avait été belle et incertaine, dit-il. Elle était venue au Montana pour l'épouser et avait découvert au cours d'une année de fiançailles qu'elle s'était engagée dans une vie qu'elle ne voulait pas, dans un pays qui l'effrayait, avec un homme qui aimait la terre plus qu'elle ne l'avait prévu. « Je ne lui en veux pas, dit Wade. Elle a été honnête avec moi à la fin. Elle m'a dit que ce n'était pas une vie qu'elle pouvait vivre. C'est juste que... » Il s'arrêta, regarda les collines sombres. « J'ai pris son départ pour quelque chose qui me concernait, une qualité qui me manquait. Et j'ai décidé que la réponse était d'arrêter de vouloir quelque chose que je serais clairement incapable d'avoir. »« Wade, dit Josie. « Je sais, dit-il. Je sais comment ça sonne.
Ça sonne comme un homme qui a été blessé et a tiré la mauvaise conclusion, dit-elle. C'est tout. Ça ne sonne comme rien d'autre. Il se tourna pour la regarder sur le porche, la dernière lumière du soir derrière elle, la lumière de la lampe de la fenêtre devant elle, et elle pouvait voir son visage clairement. « Vous n'êtes pas du tout ce à quoi je m'attendais, » dit-il. « À quoi vous attendiez-vous »« Je ne m'attendais à rien, » dit-il. « C'est ça le problème. J'avais arrêté d'attendre des choses. » Elle le regarda. « Et maintenant ?» Il tendit la main, et très prudemment, très doucement, prit sa main là où elle reposait sur le bras du fauteuil du porche. Sa main était chaude et sûre autour de la sienne, et il la tenait avec un soin qui était en soi une sorte de déclaration. « Maintenant, dit-il, je découvre que j'attends à nouveau des choses. » La nuit était chaude, et les étoiles brillaient dans le ciel du Montana, au-dessus d'eux, et la terre s'étendait dans toutes les directions. Sa terre, et la rivière entre elles, et l'herbe qui courait jusqu'à l'horizon. Elle sentit la solidité du monde sous les planches du porche, et dans la certitude chaude de sa main autour de la sienne. Et quelque chose qui était tendu en elle depuis très longtemps, attendant sans savoir qu'il attendait, se relâcha avec une aisance calme et profonde. « J'en suis heureuse, » dit-elle. Elle rentra chez elle dans le noir, et elle sut avec la certitude lucide et pratique, qui était sa nature, qu'elle était amoureuse de Wade Coleman, et qu'elle allait dans cette direction depuis le mercredi matin, où elle était venue sur ces terres pour se disputer à propos du bétail. Ce qui s'est passé en août n'était pas quelque chose que l'un ou l'autre avait prévu, mais rétrospectivement, c'était peut-être la dernière chose nécessaire pour libérer entièrement Wade Coleman de ses dernières méfiances. C'était un accident de cheval, pas le sien, le sien. Il travaillait seul sur son domaine, et un mardi de la 2e semaine d'août, repoussant le bétail d'un ravin broussailleux où il s'était aventuré, quand son étalon gris a mis le pied dans un trou caché dans l'herbe haute et est tombé. Wade fut projeté au loin, ce qui était une chance, mais il retomba mal sur son épaule droite. Il était au sol à 30 yards de son cheval, et à un demi-mile de l'ouvrier le plus proche, quand Josie est apparue sur la crête, en allant vérifier le passage d'eau. Elle vit le cheval en liberté dans la prairie, puis elle vit la silhouette au sol, et son cœur se retourna complètement avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle lança Clover au galop, et fut à genoux à côté de lui dans l'herbe haute avant d'avoir correctement formulé une pensée. « Je vais bien, » dit Wade depuis le sol. Il était pâle, tenant son épaule avec sa main valide. « Vous n'allez pas bien, » dit-elle avec une fermeté qui venait d'au-delà du calme. « Depuis combien de temps êtes-vous ici? » « Pas longtemps. » Il essaya de s'asseoir, fit un son qui n'était pas tout à fait un mot, et était clairement involontaire, et arrêta de bouger. « Arrêtez d'essayer de prouver quelque chose, » dit-elle, et posa ses mains sur lui avec précaution, évaluant, ni maternelle, ni agitée, mais compétente. Elle palpa son épaule et son bras avec le genre d'attention compétente qu'elle avait appliqué aux chevaux blessés, aux ouvriers de ranch, et une fois à Pete quand il s'était démis le bras, en tirant un veau coincé. L'épaule n'était pas déboîtée. Elle était presque certaine qu'elle n'était pas cassée, mais elle était gravement blessée, et il devait se relever et sortir de la chaleur d'août. « Pouvez-vous monter sur Clover si je vous aide ?» dit-elle. « Je peux monter mon propre cheval, » dit Wade. « Votre cheval est là-bas, l'air traumatisé, » dit-elle. « Nous reviendrons le chercher. Pouvez-vous monter sur Clover ?» Il le put avec son aide, et elle sentit combien il lui en coûtait d'accepter cette aide. Pas la douleur physique, aussi considérable soit-elle, mais l'autre chose, la fierté d'homme, l'aveu d'avoir besoin d'aide. Elle l'accompagna jusqu'au barcé, une main sur les rênes, son autre bras le soutenant, et il ne protesta pas après la première minute, ce qui lui indiqua que l'épaule lui faisait plus mal qu'il ne l'admettait. Otis les accueillit à la maison avec l'expression surprise d'un homme qui ne s'attendait pas à voir son employeur rentrer à la maison, soutenu sur un cheval par sa voisine. Il alla rapidement chercher de l'eau froide et des bandages, pendant que Josie aidait Wade à entrer dans la maison et à s'asseoir sur le bon fauteuil de la pièce principale. Elle lui banda l'épaule avec la compétence méthodique de quelqu'un qui avait traité des blessures en l'absence de médecin, car le médecin de Millbrook était à 14 miles et Wade était là et avait besoin d'aide maintenant. Elle lui fit une écharpe en 20 minutes et fit comprendre à Otis quel signe nécessiterait une course immédiate pour aller chercher le docteur Foster en ville. Wade était assis dans le bon fauteuil, l'épaule bandée,
son visage encore pâle comme celui de quelqu'un qui avait atterri durement sur un sol impitoyable. Et il la regarda avec une expression complètement ouverte, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Merci », dit-il. C'était la même forme de mot qu'il avait déjà prononcé, mais avec un poids entièrement différent. « Vous auriez fait la même chose », dit-elle. « Je l'aurais fait », dit-il. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle s'assit en face de lui, sur le bord de l'autre fauteuil, encore légèrement électrisé par la peur qu'il avait traversée en le voyant au sol, dans l'herbe haute. « Wade », dit-elle, et sa voix n'était pas tout à fait stable. « Je sais », dit-il. Il la regardait directement. « Dites-le-moi quand même », dit-elle. « Je préfère l'entendre clairement. » Il la regarda un long moment, cet homme prudent qui avait passé 7 ans à construire des murs contre exactement cela. Et elle le vit prendre la décision, le vit choisir la route ouverte plutôt que la fermer. « Je t'aime », dit-il simplement, directement, sans fioriture. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, depuis le matin où tu es venu sur mes terres pour me dire de réparer ma clôture. Et j'ai obstinément refusé de l'admettre, parce que l'admettre signifiait vouloir quelque chose à nouveau, et vouloir quelque chose est un risque que j'avais décidé de ne pas prendre. » Il fit une pause. « J'ai eu tort de décider cela, et je ne me trompe pas sur ce que je ressens. » La pièce était chaude. La lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres et dessinait de longues barres jaunes sur le plancher en bois, et le son du ranch à l'extérieur était le son du bétail en été, un vent lointain dans les peupliers. Josie regarda cet homme qu'elle observait, écoutait et dont elle tombait amoureuse depuis avril. Cet homme fermé, prudent et entièrement bon, et elle sentit quelque chose la traverser, aussi grand que le ciel du Montana. « Je t'aime aussi », dit-elle, et cela sortit avec la certitude stable de quelque chose qui était vrai depuis assez longtemps pour être établi. J'ai essayé de ne pas le faire parce que ça semblait compliqué, et parce que je suis une femme pratique, et que l'amour semblait être quelque chose dont il fallait se méfier. Mais voilà, il expira une longue et lente respiration, comme un homme qui dépose quelque chose de lourd. « Le compliqué ne vous fait pas peur ?» dit-il. Et elle entendit la question à l'intérieur de l'affirmation. « Pas particulièrement », dit-elle. Il tendit sa main valide, et elle la prit, et ils restèrent assis ensemble dans la lumière de l'après-midi, son épaule bandée, ses mains autour des siennes, et tout l'avenir s'étalant devant eux, aussi vaste et possible que le territoire lui-même. Ils ne précipitèrent pas la suite. C'était conforme à leurs deux natures. En septembre, ils menèrent leur bétail ensemble à Bozeman comme prévu. La transhumance combinée fut une opération logistique considérable qui nécessita une coordination minutieuse. Elle produisit, ce faisant, 7 jours de chevauchée et de travail côte à côte à travers les intempéries, la poussière et les plaisirs et difficultés particuliers d'une transhumance, qui a le don de révéler le caractère avec une efficacité que des années de connaissances ordinaires ne peuvent égaler. Wade était constant sur la piste, comme le sont les hommes bons, patient avec le bétail, juste avec les ouvriers, décisif face aux problèmes sans être rigide, avec un humour sec face à l'inconfort que Josie trouvait de plus en plus attachant. Il veillait sur ses hommes et aussi, d'une manière prudente et non envahissante, sur elle. Sachant où elle était, s'assurant que l'ouvrier le plus expérimenté était positionné pour aider si nécessaire. Ne disant rien de tout cela, mais le faisant. Elle l'égala à chaque étape, et elle pouvait voir que cela comptait pour lui. Non pas parce qu'il doutait de sa compétence, mais parce que la regarder travailler était un plaisir qu'il s'autorisait. Elle le surprenait parfois à la regarder avec cette expression qu'elle avait vue pour la première fois à la fête des Doyle. Pas tout à fait ce qui précède l'amusement, mais quelque chose de plus sérieux, de plus posé. À Bozeman, ils obtinrent un excellent prix, meilleur que celui que l'un ou l'autre avait obtenu l'année précédente, et les économies de transport combinées étaient exactement ce que Wade avait calculé. Ils célébrèrent avec un dîner au restaurant de l'hôtel, le seul restaurant de la ville, assis à une table nappée de blanc dans leurs meilleurs vêtements de piste, avec du bœuf, des pommes de terre et une bouteille de vin, qui n'était pas exceptionnelle, mais qui était vraiment du vin. Ils étaient tous les deux légèrement étourdis par l'épuisement, l'accomplissement et le plaisir de la compagnie de l'autre. Il lui tint la main par-dessus la table, ce que les hommes et les femmes ne faisaient pas en public dans le territoire du Montana de 1883 sans déclarer leurs intentions.
Elle regarda leurs mains jointes sur la nappe blanche, puis leva les yeux vers lui. « Les gens vont parler, dit-elle. »« Qu'ils parlent, dit-il. » Ce qui était si différent de l'homme qui s'était retiré dans la solitude 7 ans auparavant, qu'elle sentit le changement la traverser comme de l'eau chaude. Ils rentrèrent à Millbrook en octobre, sous les premiers ciels froids de l'automne, l'argent de la transhumance dans leurs sacoches, et leurs mains habituées au rythme facile de personnes qui ont cessé de prétendre être moins que ce qu'elles sont l'une pour l'autre. Et tout le territoire, en effet, parla d'eux, ce qu'ils supportèrent avec patience et un certain amusement partagé. Margaret Doyle, à son grand crédit, tira une satisfaction personnelle de la situation qu'elle ne fit aucun effort pour dissimuler et dit à qui voulait l'entendre qu'elle l'avait vu venir depuis la fête de printemps. C'était un dimanche de la première semaine de novembre, avec la première vraie neige de la saison tombant en rideaux épais et doux qui rendaient le monde blanc et silencieux, que Wade Coleman demanda à Josie Hartwell de l'épouser. Il avait, elle l'apprit plus tard, planifié cela depuis 6 semaines. Il était allé à Bozeman en octobre, ce qu'elle avait pris pour une course d'approvisionnement, et avait passé un temps considérable avec le seul bijoutier de la ville, un immigrant allemand méticuleux nommé Otto Kraus, qui prenait son métier au sérieux, et qui avait fait, selon son propre récit ultérieur, 3 montures différentes avant que Wade ne soit satisfait. Mais ce dimanche matin de novembre, il apparut simplement à sa porte dans le calme matinal de la chute de neige, avec Rex le chien de bétail à ses talons, car Rex avait apparemment décidé de venir. Et il avait la bague dans la poche de son manteau. Et il n'en fit pas toute une histoire. Il entra et s'assit à sa table de cuisine, et elle mit du café à chauffer, et ils s'assirent ensemble dans la chaude lumière de la lampe avec la neige tombant dehors. Et il plongea la main dans sa poche et posa la bague sur la table entre eux. C'était un simple anneau d'or avec une seule pierre rouge foncée. Un grenat, apprendrait-elle, car il avait regardé les saphirs bleus et les diamants blancs, et avait regardé le grenat et pensé à ses cheveux. C'est exactement ce qu'il lui dit, quand elle lui demanda plus tard. « Josie, dit-il, et sa voix était la voix stable et basse qu'elle aimait, la voix qui ne se gaspillait pas en mots inutiles. J'étais un homme qui avait décidé de ne pas vouloir de choses. Tu es arrivé sur mes terres en avril pour te disputer à propos du bétail, et tu as complètement bouleversé cette décision. Je veux t'épouser. Je veux construire une vie ici sur cette terre avec toi. Je veux... » Il s'arrêta brièvement. « Je veux tout, si tu veux de moi. » Elle regarda la bague sur la table, l'homme en face, la neige tombant par la fenêtre, ce matin extraordinaire et ordinaire. « Oui, dit-elle. Oui, je veux de toi. » Elle prit la bague elle-même et la mit à son propre doigt, ce qui le fit rire. Un vrai rire, le genre ouvert qu'elle avait appris à chérir. Et elle se leva et vint autour de la table vers lui, et il se leva et prit son visage entre ses 2 mains et l'embrassa pour la première fois. Un baiser long, sûr, honnête, avec la neige qui tombait et le café qui chauffait, et Rex s'endormit près de la porte. Tout le territoire était au courant avant le mardi. Ils se marièrent au printemps de 1884, un samedi de fin avril, presque exactement 1 an jour pour jour, après le matin où elle était venue sur ses terres pour la clôture. Margaret Doyle organisa une célébration avec la même efficacité militaire qu'elle apportait à la fête de printemps, et elle eut lieu en plein air au bar C, car la journée était brillante et chaude, avec un ciel de ce bleu infini du Montana. Les ouvriers de Hartwell et du bar C se tenaient ensemble le long de la clôture dans leurs plus beaux habits, et Pete pleura discrètement et le nia avec une conviction totale quand on le mentionna. La cérémonie fut célébrée par le juge Amos Whitmore de Bozeman, un homme compact et sérieux qui en avait assez vu du territoire pour savoir quand quelque chose était réel et qui prononça les mots avec une brièveté et une sincérité qui leur convenaient à tous les deux. Wade prononça ses vœux de la voix stable et basse qu'elle aimait, et il pensait chaque mot avec tout son être. Elle prononça les siens clairement et sans hésitation, les pensant avec la même intention complète. Quand ce fut terminé et qu'ils se tenaient ensemble sous le soleil d'avril, avec toute la communauté rassemblée du comté de Millbrook autour d'eux, Wade se tourna vers elle avec ce sourire contenu, celui qu'elle collectionnait depuis la première fois qu'elle l'avait vu, le jour où elle était venue se disputer à propos du bétail. Elle pensa qu'elle n'avait jamais de sa vie vu quelqu'un la regarder comme il la regardait,
avec cette chaleur complète et sans retenue. « Bonjour, Madame Coleman, dit-il. « Bonjour, Monsieur Coleman, dit-elle. Et tout le monde applaudit. La question des deux ranchs fut résolue de manière pratique, comme ils résolvaient la plupart des choses. Ils gardèrent les deux propriétés. La clôture sur la limite commune fut entièrement remplacée ce printemps-là, payée conjointement, et construite pour durer, avec de nouveaux poteaux et du bon fil courant droit et vrai du passage de la rivière à la crête nord. Le domaine Hartwell garda son nom et son identité de ranch, continuant à fonctionner sous ce nom par respect pour Samuel Hartwell et les générations avant lui qui avaient travaillé cette terre. Josie tenait les livres de Hartwell et Wade tenait les livres du Barcy, et une fois par mois, ils s'asseyaient ensemble à la grande table de cuisine de la maison du Barcy avec les deux jeux de registre et prenaient des décisions ensemble sur les deux exploitations, ce qui fonctionnait avec une efficacité qui surprit leurs voisins et pas du tout eux-mêmes. Ils emménagèrent ensemble dans la maison du Barcy, qui était plus grande et avait plus de place pour ce qui allait venir. Pete et Duke emménagèrent dans la maison Hartwell, ce qui signifiait que les deux ouvriers qui avaient travaillé la terre Hartwell toute leur carrière y restèrent. Pete en particulier fut visiblement soulagé par la continuité. Il faisait partie de cette terre depuis avant la naissance de Josie, et l'idée qu'elle soit absorbée par quelque chose de plus grand et perde son caractère avait été une inquiétude silencieuse qu'il avait portée tout au long du printemps et jusqu'au mariage. « Elle garde son nom », lui dit Josie la semaine après le mariage, debout dans le potager que son père avait planté. « Elle garde tout. Je ne laisse rien partir. » Pete hocha la tête, et son expression était telle qu'elle fit semblant de ne pas l'avoir vue, pour sa dignité. L'été de 1884 fut le meilleur été que l'un ou l'autre ait connu depuis des années. Non pas parce que les choses étaient faciles. Les choses dans le territoire étaient rarement faciles, et l'été apporta une sécheresse tardive qui nécessita une gestion prudente de leurs ressources en eau et une épidémie de météorisation dans le troupeau et de Wade qui lui coûta 8 têtes avant qu'il ne la contienne. Mais les choses difficiles sont fondamentalement différentes quand on ne les porte pas seul. Josie avait porté le domaine Hartwell seul pendant 3 ans, et Wade avait porté le Barcy seul pendant 5 ans avant cela. Et la découverte qu'il y avait quelqu'un à côté de vous qui comprenait le poids de cela et pouvait aider à le porter, non par obligation mais par amour et véritable partenariat, était quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait les mots, mais que tous deux ressentaient chaque jour. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche et regardaient le ciel changer et parlaient de la journée. Du bétail, de l'eau, des livres qu'ils lisaient, du territoire et de sa politique, des nouvelles de l'Est qui arrivaient dans les journaux avec 4 jours de retard et étaient toujours surprenantes d'une manière qui les faisait se sentir à la fois connectés et distants du monde au-delà des collines du Montana. Il avait commencé à lui raconter ses journées de la manière petite et spécifique de quelqu'un qui n'a pas eu de personne à qui raconter, qui a redécouvert le plaisir de le faire et qui y fait attention, comme quelqu'un qui a découvert qu'une pièce verrouillée s'ouvre finalement et y entre doucement. Elle lui racontait les siennes avec la franchise et le détail de quelqu'un qui avait toujours pensé à voix haute, mais n'avait pas eu le bon auditeur. Il était le bon auditeur. Il écoutait avec toute son attention, comme il faisait tout, complètement, sans demi-mesure. Parfois, il se disputait, pas souvent, mais sincèrement, sur de vraies choses. Sur une décision concernant la pétition du comté sur les droits de l'eau. Sur la meilleure façon de gérer un désaccord avec un acheteur à Bozeman qui n'avait pas payé la totalité. Il se disputait avec la franchise directe de 2 personnes qui respectent l'intelligence de l'autre et n'utilisent pas la douceur comme substitut à l'honnêteté. Et les disputes se résolvaient en accords qui étaient toujours meilleurs que les positions de départ de l'un ou de l'autre. Ce qui, selon Josie, était la marque d'une dispute qui en valait la peine. En octobre 1884, elle sut qu'elle portait leur enfant. Elle le dit à Wade un mardi soir de la 3e semaine d'octobre, après le dîner sur le porche dans la dernière chaleur de l'automne. Elle le lui dit simplement, directement, comme elle lui disait tout, sans préambule et sans fioriture. Il resta silencieux un moment, assez longtemps pour qu'elle le regarde. Son visage avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas tout à fait vu auparavant. Il était ouvert d'une manière presque douloureuse à regarder. Une profondeur de sentiment que l'homme contrôlé et réservé qu'il était n'avait pas préparé son visage à montrer, et il n'essayait pas de le cacher.
Il tendit la main et prit la sienne entre les siennes et la serra. « Josie, dit-il, juste son nom de sa voix basse. « Je sais, dit-elle. » Il la tira vers lui, et elle s'appuya contre lui sur le banc du porche, ses bras autour d'elle. Le ciel d'automne s'assombrissant au-dessus des collines, la terre s'étendant dans toutes les directions. Leur terre, deux propriétés devenues une seule vie. J'avais arrêté d'imaginer ça, dit-il doucement dans ses cheveux. J'avais arrêté d'imaginer tout ça. Je sais, dit-elle à nouveau. Merci, dit-il, d'être venu te disputer à propos du bétail. Elle rit, surprise. Le vrai rire, l'involontaire. Elle le sentit sourire contre ses cheveux. Durian, dit-elle. Leur fils naquit en juin 1885, dans la bonne chambre de la maison du bar C, assisté par le docteur Foster de Millbrook et par Margaret Doyle, qui s'était auto-désigné comme soutien pour l'occasion et ne put être dissuadé, et fut en fait vraiment utile. Il naquit un jeudi matin, alors que l'été s'installait juste dans sa longue chaleur, avec un ciel plein de nuages blancs se déplaçant lentement et majestueusement au-dessus des collines du Montana. Et il vint au monde avec une voix forte, des cheveux noirs et ce que le docteur Foster leur assura être les yeux gris standards d'un nouveau-né qui s'éclaircirait probablement avec le temps. Ils le nommèrent Samuel Elias Coleman, pour les deux grands-pères, ce qui semblait juste. Wade tint son fils pour la première fois l'après-midi de ce jeudi, assis dans le bon fauteuil de la pièce principale, avec la lumière de l'après-midi entrant par les fenêtres, et Josie le regarda depuis le seuil de la porte. Elle regarda cet homme qui avait été une figure fermée et solitaire pendant 7 ans, qui avait été certain que la vie de famille n'était pas pour lui, qui s'était trompé avec une complétude que l'histoire ne le laisserait pas oublier. Il tenait son fils avec un soin et un émerveillement entièrement ouvert, entièrement réel. Samuel, de son côté, regardait son père avec l'attention floue et sérieuse d'une nouvelle personne qui a beaucoup à évaluer. « Il te regarde comme s'il se formait déjà des opinions, » dit Josie depuis le seuil. « C'est ton influence, » dit Wade sans lever les yeux. Elle traversa la pièce et s'assit sur le bras du fauteuil et les regarda tous les deux, son mari et son fils, dans la lumière de l'après-midi d'été. Et elle ressentit un bonheur si solide et si complet qu'il semblait presque architectural, quelque chose sur lequel on pouvait se tenir et avoir confiance. Pete vint voir le bébé le vendredi et le tint avec un soin énorme et lui dit sérieusement que la terre des Hartwell serait aussi la sienne un jour, ce qui fit piquer les yeux de Josie d'une manière qu'elle géra avec une dignité raisonnable. Duke, qui avait 25 ans et avait récemment entretenu une correspondance prudente avec une jeune femme à Helena, tint le bébé avec l'expression de quelqu'un qui calculait quelque chose sur son propre avenir. Otis prépara un dîner de fête extraordinaire et prétendit ne pas y avoir mis d'efforts particuliers. La vie au Bar C et au domaine Hartwell avança comme les vies le font, non pas en grands moments dramatiques, mais dans l'accumulation des jours, chacun portant son propre temps, son propre travail et ses propres plaisirs. Le bétail était conduit à Bozeman chaque automne, et les prix montaient et descendaient avec les caprices du marché. Le temps était rude certains hivers et doux d'autres, et la rivière montait et descendait avec la neige dans les montagnes à l'ouest. Wade Coleman, qui n'avait pas dit un mot gentil à une femme depuis 7 ans, et dont tout le territoire avait convenu qu'il ne se marierait jamais, devint un homme que les gens de Millbrook montraient en exemple de quelque chose, bien qu'ils ne sachent pas toujours quoi, exactement. Que ce soit la possibilité de changement, la fiabilité de la bonne personne arrivant au bon moment, ou simplement la valeur d'une dispute de clôture bien gérée. Il resta lui-même, réservé, économe en mots, peu enclin à étaler ses sentiments. Mais ceux qui le connaissaient, qui l'avaient connu avant et le connaissaient après, comprirent clairement que quelque chose de fondamental avait changé. L'homme qui avait été enfermé s'était ouvert. L'homme qui avait décidé de ne pas vouloir de choses voulait tout maintenant, et l'avait, et savait qu'il l'avait, et portait cette connaissance avec lui chaque jour de sa vie. En 1886, leur fille naquit. Ils la nommèrent Grace, pas pour quelqu'un en particulier, mais parce que c'était un nom qu'ils avaient tous les deux aimé dès la première fois qu'ils l'avaient dit à voix haute. Et parce qu'il convenait à une enfant qui arriva, comme le dit Josie, déjà certaine de ses propres opinions. Elle naquit en mars pendant une tempête de neige tardive, qui fit arriver le docteur Foster à la maison, avec de la neige sur son chapeau, et son cheval soufflant de la vapeur.
Dès ses premiers instants, elle fut une personne d'une énergie considérable. « Elle est exactement comme toi », dit Wade à Josie le soir après la naissance de Grace, avec Samuel assis par terre essayant de manger un biscuit, le bébé dans le berceau et la neige de mars tombant toujours dehors. « Est-ce une plante ?» demanda Josie. « Ce n'est absolument pas une plante », dit Wade. Samuel, du sol, offrit une opinion sous la forme d'un son qui n'était pas encore tout à fait un mot, mais qui absorbait clairement l'habitude de son père de dire des choses qui signifiaient plus que leur surface. En 1887, le Bar C avait augmenté son troupeau de 300 têtes, et le domaine Hartwell s'était établi une réputation pour la qualité de ses reproducteurs, qui attiraient des acheteurs d'aussi loin que le Colorado. Duke avait épousé sa correspondante Delena, une femme compétente et chaleureuse nommée Ellen, qui déménagea au ranch avec sa boîte à couture et son approche pratique de la vie. Elle devint en peu de temps un élément essentiel de l'exploitation Hartwell et une véritable amie pour Josie. Pete avait été convaincu par Ellen de manger correctement pour la première fois depuis des années et avait l'air d'un homme qui avait été considérablement amélioré sans en être tout à fait conscient. Cet automne-là, Wade et Josie se rendirent ensemble à Bozeman pour le marché au bétail, comme chaque automne. La même transhumance, la même route, la logistique désormais confortable de deux ranchs, fonctionnant comme un seul. Sur le chemin du retour, un après-midi d'octobre avec les trembles dorées sur les collines et le ciel de ce bleu profond et clair de l'automne au Montana, ils chevauchaient côte à côte dans un silence confortable qui était depuis longtemps devenu l'un de leurs modes de communication préférés. « Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui ?» dit Wade. « Dis-moi, dit-elle. Je pensais à ce matin d'avril, dit-il. Le premier, quand tu es apparu sur la crête. » Elle le regarda dans la lumière de l'après-midi. Son mari depuis 3 ans, le père de ses enfants, l'homme qui avait été le célibataire endurci du territoire et qui avait eu besoin d'une dispute de clôture pour lui rappeler qu'il avait tort. « À quoi pensais-tu à ce sujet ?» dit-elle. « Je pensais que je ne savais pas ce qui allait se passer, dit-il. Je t'ai vu arriver sur la crête sur cette jument baie et j'ai pensé, voilà quelqu'un qui vient chercher des ennuis. Et j'avais raison, mais les ennuis se sont avérés être la meilleure chose qui soit jamais arrivée sur mes terres. » Elle chevaucha à ses côtés un moment, la lumière d'octobre chaude sur eux deux. « Tu as rendu les choses faciles, dit-elle. Finalement, dit-il. Je les ai rendues extrêmement difficiles. Tu as été honnête, dit-elle. Ça vaut plus que la facilité. Il la regarda de côté de cette façon qu'il avait, le regard stable et direct de ses yeux gris argentés. Et elle le sentit, comme elle l'avait senti chaque fois depuis ce premier matin d'avril, une attention complète dirigée vers elle, la voyant. « Je t'aime, dit-il, exactement comme il l'avait dit la première fois, simplement, directement, sans fioriture. Je t'aime, dit-elle. Ils rentrèrent ensemble à travers l'après-midi doré d'octobre vers le Bar C, vers Samuel et Grace, et la cuisine d'Otis et Pete sur le porche, et tout le reste. Toute la vie construite, les jours ordinaires et extraordinaires accumulés. La terre était tout autour d'eux, deux propriétés devenues une seule vie. Le passage de la rivière avec sa rive en rocher tenant bon contre le courant. La clôture courant droit et vrai le long de la limite commune entre ce qui avait été deux choses séparées et était maintenant, de toutes les manières qui comptaient, une seule. Tout le territoire avait su que Wade Coleman ne se marierait jamais. Tout le territoire, il s'est avéré, n'avait pas compté sur Josie Hartwell et sa dispute de clôture. Les années passèrent au fil des saisons. 1888, 1889, l'année où le Montana devint un État, ce que Wade et Josie observèrent avec une fierté pour le territoire qui était spécifique et mérité. Et avec les années, vinrent les ajouts constants d'une vie bien construite. Samuel devint un garçon sérieux et réfléchi, qui avait les yeux gris de son père et la franchise de sa mère, qui était à cheval à l'âge de 4 ans, posait des questions sur les prix du bétail à l'âge de 7 ans, et qui avait la dévotion absolue de Pete, les biscuits spéciaux d'Otis, et un sentiment généralement ferme que le monde était un endroit où il avait sa place. Grace était tout ce que Wade avait prédit, opiniâtre, énergique, affectueuse par éclats soudains et écrasants, qu'elle livrait avec l'efficacité de quelqu'un accomplissant une tâche. Elle avait les cheveux roux de Josie et le regard mesuré de Wade, et une voix qui portait de manière impressionnante à travers la cour du ranch
quand elle avait quelque chose à dire, ce qui était fréquent. Un troisième enfant arriva en 1891, un autre fils qu'ils nommèrent Henry sans raison particulière, si ce n'est que c'était un nom qu'ils aimaient tous les deux, et que personne dans la famille n'avait porté auparavant. Un petit nouveau départ pour une petite nouvelle personne. Henry avait les yeux bruns de Josie et les cheveux noirs de Wade, et dès ses premiers mois, le tempérament égal et aimable de quelqu'un qui était né dans l'abondance et le savait. À l'aise dans le monde de la manière profonde et posée d'une personne dont toute la vie lui avait déjà dit qu'elle avait sa place. En 1893, le Barcy était l'une des exploitations bovines les plus respectées du Montana. Le nom Hartwell vivait toujours sur ses 1000 acres, élevait toujours des reproducteurs que les acheteurs recherchaient spécifiquement, avait toujours Pete sur le porche le soir, bien que les cheveux de Pete soient maintenant entièrement blancs et qu'il se déplaçait avec la délibération prudente d'un homme de 60 ans qui avait travaillé dur toute sa vie et avait gagné le droit d'être lent. Josie était assise sur le porche du Barcy un soir de septembre de cette année-là, regardant le soleil se coucher derrière les collines de l'ouest dans un embrasement d'orange et de rouge qui aurait fait poser son pinceau à un peintre de frustration. Samuel avait 8 ans et était dans la grange en train de faire la distribution du soir avec Duke. Grace avait 7 ans et avait récemment conclu qu'elle allait apprendre à manier le lasso aussi bien que Samuel, et s'entraînait sur des poteaux de clôture avec une dévotion qui avait déjà coûté leur dignité à 3 d'entre eux. Henry avait 2 ans et dormait dans la maison, ce qui était la principale raison pour laquelle le porche était calme. Wade sortit de la maison et s'assit à côté d'elle avec 2 tasses de café et lui en tendit une. Ils s'assirent dans le silence habituel et confortable et regardèrent le ciel accomplir son travail du soir de septembre. « Il y a 10 ans, dit Josie, cette propriété était la terre de 2 étrangers. Tu n'étais pas une étrangère en avril, dit Wade. Nous nous étions rencontrés en ville. Nous avions échangé des banalités polies au bureau des terres, dit Josie. Ce n'est pas se rencontrer. C'est vrai, dit-il. Il y a 10 ans ce printemps, dit-elle. J'ai du mal à me souvenir de ce que c'était de ne pas te connaître. Il reste silencieux un moment, la tasse chaude dans ses mains, la lumière du soir transformant tout en ambre et en or. Je me souviens de ce que c'était, dit-il. Elle le regarda. Vide, dit-il. C'était vide. Je m'étais convaincu que le vide était acceptable. Il la regarda. Ce n'est pas acceptable. Je n'étais simplement pas en position de le savoir encore. Elle prit sa main. Eh bien, dit-elle, tu le sais maintenant. Je le sais maintenant, dit-il. Rex, le premier Rex, était parti depuis 2 ans, remplacé par un jeune chien de bétail nommé Scout, qui apprenait le travail avec une application sérieuse. Scout était actuellement couché aux pieds de Wade, la tête sur les pattes, gérant le coucher de soleil avec le calme philosophique d'un chien de travail au repos. Samuel apparut de la direction de la grange et traversa la cour avec la démarche d'un garçon de 8 ans qui a fini son travail et le sait. Il monta les marches du porche, s'appuya contre la balustrade et regarda le coucher de soleil avec la même expression que son père utilisait pour les paysages qu'il jugeait dignes d'attention. « Otis dit que le souper est presque prêt, » rapporta Samuel. « Dis-lui 5 minutes, » dit Josie. Samuel transmit cela à la maison, avec un cri qui surprit Scout, et réveilla Henry, ce qui déclencha une brève séquence domestique, qui se résolut avec Henry apparaissant à la porte du porche, tenu par Grace, qui l'avait apparemment levé pour lui tenir compagnie, et semblait maintenant légèrement incertaine de cette décision. « Il pleurait, » rapporta Grace. « Amène-le, » dit Josie. Grace porta son petit frère sur le porche avec la manière sérieuse et légèrement trop prudente qu'elle utilisait quand elle faisait quelque chose qu'elle considérait comme sérieux. Wade prit Henry d'elle et l'installa contre son épaule. Henry, qui avait 2 ans, et était précisément là où il voulait être, attrapa immédiatement une poignée de la chemise de Wade et posa son visage contre le cou de son père, avec la confiance totale de quelqu'un qui a toujours su exactement où il appartient. L'expression de Wade était celle qu'elle n'avait jamais cessé de collectionner. La chaleur pleine et ouverte d'un homme qui avait décidé de ne pas vouloir de choses et avait été entièrement et joyeusement contredit. Le soleil acheva sa descente derrière les collines de l'ouest et laissa le ciel d'un bleu-violet profond et clair au-dessus de la terre. Les lumières de la maison passaient par les fenêtres du porche en barre jaune et chaude. Toute la famille était sur le porche ensemble, tous,
Cette chose qui avait été construite à partir d'une dispute de clôture et d'une femme obstinément raisonnable sur une jument baie et d'un homme qui s'était finalement, au bon moment, avec la bonne personne, laissé convaincre de quelque chose de mieux que la solitude. « Allez, dit Josie, se levant avec sa tasse de café. Allons souper. » Wade se leva avec Henry, toujours contre son épaule, et Samuel tint la porte, et Grace entra la première en parlant de l'assaut. Et Scout suivit tout le monde avec l'assurance d'un chien qui n'a jamais douté de son accueil. La terre était calme dehors, la Yellowstone reflétant la dernière lumière du ciel. La clôture courant droit et vrai le long de la limite commune. La prairie nord reposant tranquillement dans le crépuscule de septembre. Tout était entretenu, soigné et réel. Et à l'intérieur de la maison du Barcy, les lampes étaient allumées, la table était mise, le souper était prêt, et la famille de Wade et Josie Coleman se rassemblait dans la lumière chaude à la fin d'une journée de septembre au Montana. Et tout le territoire savait, bien qu'ils le disent différemment maintenant, le disait avec la chaleur et la certitude d'une histoire qui s'était terminée exactement comme il le fallait, que Wade Coleman s'était de la plus belle manière possible, complètement et entièrement trompé sur lui-même. La clôture était réparée, le bétail restait où il devait être, la terre était entretenue, aimée et transmise. Et Josie Hartwell, qui était venue sur la terre de son voisin un matin de printemps pour se disputer à propos du bétail et était restée pour changer entièrement sa vie, était assise à la tête de sa table avec son mari, ses enfants et les ouvriers qui étaient sa famille, dans la lumière de la lampe qui rendait tout chaleureux. Et elle était chez elle, dans tous les sens que le mot ait jamais contenu. C'était assez, c'était tout. Fin de l'histoire.